Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe du Club Landois de me donner cette opportunité de partager avec vous la chance que j'ai d'accompagner au quotidien des dirigeants engagés, que ce soit des dirigeants précédemment du monde multilatéral et aujourd'hui du monde privé, de la sphère privée, des grands corporates, mais aussi des Next 40, des CEO de PME, d'ETI, de groupes familiaux. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de vous donner, comme le disait Sybille, ce regard. Je voulais partager avec vous plusieurs choses. Quand j'ai cofondé Societer, il y a 4 ans, on l'a cofondé à 3 femmes, une maison de conseil aux dirigeants en Sustainable Leadership. Alors on nous a d'abord dit que c'était le Sustainable Leadership et l'ESG un bon sujet pour les femmes. Donc vous voyez qu'on a bien évolué depuis, puisqu'aujourd'hui, c'est plus uniquement perçu comme un sujet de réputation, comme un sujet d'image ou de philanthropie. C'est clairement perçu comme un sujet de performance qui est placé au cœur des business models. Donc on a passé un cap énorme dans l'engagement sociétal des dirigeants, et ça, c'est extrêmement positif. On est passé d'une RSE ajoutée à une RSE intégrée, et on voit que les dirigeants aujourd'hui ont complètement compris que ce sujet de l'ESG est un élément, évidemment une responsabilité, mais aussi un avantage comparatif, d'abord sur l'attractivité et la rétention des talents en entreprise, et a fortiori dans un contexte de quiet quitting, mais c'est aussi une réponse très forte aux attentes croissantes de la part de leurs parties prenantes, et toutes les parties prenantes, pas seulement les collaborateurs, mais aussi les actionnaires et leurs clients. Donc on a vraiment passé un cap, et je prendrai juste un chiffre. On a fait une étude Societer pendant le premier confinement avec l'IFOP. Près de 9 Français sur 10 aujourd'hui se tournent vers les dirigeants d'entreprise pour reconstruire le monde post-Covid. C'est énorme. Et pour travailler à la transition écologique, sociale et solidaire. Donc on a une accélération sans précédent. Ce qu'on voit aussi depuis 4 ans, c'est que c'est plus seulement l'apanage des grands corporates. Les PME, les ETI se sentent concernés, les groupes familiaux, je l'ai dit, et les startups également, les Next 40, French Tech 120. Et tout ça, c'est le résultat en réalité d'une porosité de l'entreprise aujourd'hui au sujet de société. On voit l'environnement qui s'invite en société, on voit les sujets de droits des femmes, on voit le sujet des seniors. Il y a toute une série de sujets sur lesquels les dirigeants, il y a une dizaine d'années, n'étaient pas interrogés. Et aujourd'hui, ils doivent prendre position sur ces sujets. C'est aussi le résultat de la loi Pacte, qui a été extrêmement positive, qui a créé un momentum très fort dans l'entreprise et de la réglementation européenne. Et c'est enfin le résultat aussi des effets collatéraux positifs du Covid. Il y en a aussi sur la revalorisation des territoires, de l'échelon territorial, qui fait que des entreprises qui, il y a 5-6 ans, étaient très loin de ces sujets, se sentent aujourd'hui concernées et sont même reconnues par les Nations Unies et le Global Compact des Nations Unies comme un échelon de transformation globale. Donc on voit qu'il y a une véritable accélération. Je prends juste quelques chiffres pour l'illustrer. On a aujourd'hui une dizaine d'entreprises du CAC 40 qui ont remonté la fonction de la direction de l'engagement au niveau du COMEX, donc vraiment au niveau stratégique. J'ai changé juste à l'instant avec AXA, ils sont allés encore plus loin avec une direction de la diversité, donc c'est un cran suivant. On a 3/4 aujourd'hui des entreprises du CAC 40 qui se sont dotées d'une raison d'être, 85% qui ont un comité RSE, et on voit une énergie extraordinaire en France avec toute une série d'entreprises qui se créent sur l'impact de start-up purpose native. Donc il y a un consensus aujourd'hui sur la nécessité pour l'entreprise de s'engager, c'est très clair, d'être acteur de cette transition écologique, sociale et solidaire. Mais on pourrait se poser la question d'un éventuel retour en arrière dans un contexte économique complexe, évidemment, et dans un contexte d'ESG backlash aux États-Unis notamment. Eh bien, je pense que non. Je pense que c'est un aller sans retour et c'est une bonne nouvelle. 60% des dirigeants aujourd'hui disent que la performance et l'ESG est au cœur de leur priorité 2023. C'est un sondage Teneo qu'on a réalisé. Et ensuite, il y a la question qui reste, qui est celle de la vitesse, de l'urgence. Comment fait-on pour atteindre l'agenda 2030 des Nations Unies, les fameux ODD, d'ici 2030 ? Et pour ça, j'ai une conviction très forte, c'est qu'il faut faire des coalitions. Il faut aligner les efforts du monde multilatéral, de la sphère institutionnelle, du privé et de la société civile. Et là-dessus, cocorico, il y a un leadership français qui est très très fort sur ce sujet, notamment depuis la COP21, des accords de Paris sur le climat, où là, pour la première fois, le monde diplomatique a demandé à l'entreprise, a demandé à la société civile de venir à l'aide. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une marque de fabrique française sur ces sujets. On le voit, il y a d'autres coalitions spontanées qui ont émergé.
je pense à B4IG, Business for Inclusive Growth, qui travaille sur le sujet des salaires décents. Je pense au Fashion Pact sur la mode, ou encore le Paris Peace Forum, qui est devenu un rendez-vous incontournable. Donc pour moi, Paris est devenu, et je l'ai vu quand j'ai travaillé aux Nations Unies ou à l'UNESCO, c'est devenu pour moi le centre, l'épicentre, la capitale de ce que j'appelle un multilatéralisme ouvert, d'un open latéralisme qui aligne les efforts, et ce qui explique sans doute que les entreprises françaises sont un peu en avance de phase. Ça, c'était le versant très positif. Sur l'ESG maintenant, sur l'ESG, il y a une avance très forte de la France et des entreprises françaises et européennes sur le E de l'ESG, donc sur le climat en particulier et la biodiversité. Ce n'est pas complètement un hasard avec les accords de Paris, on le disait, sur le climat, ou encore l'IUCN à Marseille, où toute une série d'entreprises aussi se sont engagées à la COP15 à Montréal sur la biodiversité récemment. En revanche, on est très en retard sur le S de l'ESG, très en retard, et je le vois chez Teneo puisqu'on est un groupe multilocal avec aussi des équipes aux États-Unis où il y a une avance de phase très forte sur les stratégies DE&I, diversité, équité, inclusion, et là on est extrêmement en retard en France et en Europe. Ça nous amène à notre sujet. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut des stratégies D&I très fortes? C'est une évidence, vous avez dû en parler aussi ce matin. Les entreprises ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas anticiper les attentes de leurs clients sans avoir des équipes, par définition, qui sont représentatives de la diversité de la société. C'est une évidence. Toute une série de recherches académiques prouvent aujourd'hui qu'avec de la diversité, et en particulier de la diversité générationnelle, on crée beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus d'intelligence collective, on a des process de décision qui sont beaucoup plus adaptés et, de façon générale, une culture d'entreprise beaucoup plus intéressante. Mais pourtant, force est de constater qu'on est très loin. Je prends un chiffre édifiant que vous devez connaître. Un salarié sur 2 en France déclare s'être senti déjà discriminé pour son âge, pour son origine ou pour son sexe. Et le premier facteur, le facteur qui arrive en premier, c'est celui de l'âge, précisément. Et à l'autre bout de la chaîne des seniors, il y a le sujet des nouvelles générations. Aujourd'hui, moins de 3 dirigeants sur 10 se sentent équipés au niveau de ces instances dirigeantes pour anticiper les sujets de demain. Donc on voit bien qu'il y a un énorme enjeu de performance à savoir-faire de l'inclusion générationnelle. C'est très clair, il va falloir avancer très vite sur ce sujet. Pourquoi? Parce que l'entreprise aujourd'hui, pour elle, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité fabuleuse de faire et de refaire société, de créer ce pacte social. Donc c'est vraiment une urgence absolue. Et cette société inclusive, elle passera par une révolution culturelle très forte en entreprise, on n'y est pas complètement. Et pour ça, on a besoin de leaders extrêmement engagés, de leaders très courageux, humbles et collectifs, qui sont capables de travailler aussi sur le G de l'ESG, et donc une gouvernance ouverte, collective, ça nous paraît majeur. Et sans ce G de l'ESG, on ne pourra pas aligner le discours et les actes. On risque d'être un peu dans le washing sur le E et le S de l'ESG. Merci beaucoup.